BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Bonsoir à tous, 19h30 en ce jeudi, un vrai plaisir de vous retrouver et bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech Co, la quotidienne. Plongeons ensemble dès maintenant et pendant 90 minutes dans toute l'actualité tech de ce jour avec au sommaire ce soir dans Tech Co les amis. On va revenir sur l'IA et Meta. Meta qui a eu d'excellents résultats financiers mais les investisseurs s'inquiètent de ces milliards engloutis dans l'intelligence artificielle. On va en parler dans un instant. On parlera aussi de la Paris Games Week qui se déroule actuellement à Paris, porte de Versailles. L'IA qui ne fait pas l'unanimité auprès des développeurs de jeux, on peut les comprendre. Et puis tout à l'heure, on recevra une start-up très intéressante qui a mis au point une espèce de GPS qui est boosté à l'intelligence artificielle qui permet aux malvoyants de se repérer, de se mouvoir. Voilà quelques-uns des sujets qu'on va évoquer ce soir dans Tech Co. Un grand merci d'être là et bienvenue. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de l'Actu Tech avec ce soir sur le plateau de Tech Co, Isabelle Bordry qui est là. Salut Isabelle. Bonsoir. Fondatrice de Retency. Et pour tous ceux qui remontent un petit peu le temps et qui ont une adresse email Yahoo, sachez que Isabelle a été la patronne de Yahoo il y a quelques années. C'était avant-hier. C'était avant-hier, voilà. J'ai encore une adresse Yahoo. Moi, je vous le dis. Je m'en sers pas, mais je l'ai encore. Et Léa, notre productrice, s'en sert encore de son adresse Yahoo. C'est un collector. C'est un collector. C'est comme Caramel, en fait. À tes côtés. C'est la même époque. Oui, c'est vrai. À tes côtés, Isabelle, c'est Jean Schmitt qui est avec nous. Salut Jean. Bonjour. Président de Jolt Capital, fin connaisseur de l'actu tech. Tu investis évidemment de l'argent dans plein de startups liées à la tech. Donc tu suis tout ça, ce qui fait que tu as toujours une analyse assez poussée de ce qui se passe. Sauf quand je me trompe. Ça arrive. Ça arrive, mais... Aux meilleurs investisseurs. Très peu. Et Jérôme Marin est avec nous. Salut Jérôme. Bonsoir François. Fondateur de cafetech.fr. J'espère, Isabelle et Jean, que vous êtes abonnés à la newsletter cafetech.fr. Bien sûr. Ouh là là. Ce bien sûr était un peu... oui, bien sûr, je vais y aller tout de suite. C'est un peu ça. Non, mais sincèrement, allez-y, vous allez voir, c'est vraiment un condensé de l'actu tech du jour. Vous recevez le matin dans votre boîte mail et c'est toujours très bien fait. Donc j'en profite pour faire de la pub à notre ami Jérôme Marin. On va commencer par Meta, les amis, parce que c'est vrai que Meta dépense, je le disais il y a un instant, sans compter. Et ça commence quand même à inquiéter Wall Street, la maison mère de Facebook, avec Instagram, bien sûr, WhatsApp est dans le rouge depuis la publication de ses résultats, malgré un chiffre d'affaires supérieur aux attentes, 51 milliards de dollars au troisième trimestre, c'est stratosphérique. En cause, pourquoi ils sont dans le rouge? Cette charge fiscale exceptionnelle qui plombe les bénéfices et puis surtout des craintes pour ces investissements massifs dans l'intelligence artificielle. Anthony Morel nous en parlait ce matin dans Good Morning Business. Et puis après, bien sûr, les avis de nos experts de ce soir. Cette course effrénée à l'IA générative, Mark Zuckerberg ne regarde pas du tout à la dépense et ça commence à rendre les marchés un tout petit peu fébriles. Meta prévoit désormais une hausse des investissements pour cette année. Il devrait être compris entre 70 et 72 milliards de dollars, c'est-à-dire 75% de plus que l'an dernier. Bah oui, parce que l'objectif affiché de Meta, c'est de créer cette fameuse super intelligence pour tous. C'est l'expression consacrée de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire en gros une IA qui serait hyper personnalisée, qui pourrait nous accompagner tout au long de la journée, qui serait peut-être intégrée dans des lunettes connectées. Donc vraiment, ça c'est la vision. Elle est très intéressante, mais cette vision, évidemment, elle nécessite des coûts qui sont absolument massifs. Des coûts d'infrastructure d'abord, évidemment, pour concevoir et faire tourner ces modèles toujours plus performants d'intelligence artificielle. Il faut des data centers, il faut des GPU, il faut de l'énergie, première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut de la matière grise, il faut des cerveaux. On a eu cette phase de débauchage massif de la part de Mark Zuckerberg qui appelait un par un tous les grands chercheurs en intelligence artificielle en leur proposant des packages du genre 100 millions de dollars de bienvenue, 100 millions de dollars de salaire annuel, ce qui est quand même pas rien. C'est un salaire, même les footballeurs professionnels à côté, c'est des petits joueurs. Donc c'est dire quand même, ça aussi, ça pèse évidemment sur les comptes. Et puis, il y a la R&D aussi, évidemment. Je parlais de lunettes, il faut les miniaturiser, il faut ajouter de la réalité augmentée. Enfin voilà, il y a toute cette technologie évidemment qui coûte de l'argent. Aujourd'hui, la branche qui s'occupe de ça, qui s'appelle Research Labs chez Meta, elle est largement déficitaire. 4,5 milliards de dollars de pertes ce trimestre, même si c'est vrai que le partenariat avec EssilorLuxottica, il commence à porter ses fruits. On le voit avec les ventes de Meta Ray-Ban notamment qui fonctionnent bien. Mais bon, du côté des investisseurs, super intelligence, pour l'instant, ce qu'ils voient, c'est surtout la super facture du côté de Meta.
Voilà la super facture signée Mark Zuckerberg avec cette chronique donc d'Anthony Morel. Intéressant, bien sûr, parce que Mark Zuckerberg, c'est son bébé, Meta. Et il fait un peu ce qu'il veut. Alors même s'il a la pression des financiers, il a envie d'investir 10 milliards par an dans l'IA. Il le fait. Il a envie de lancer le métavers, ça s'est planté, c'est pas grave, il le fait aussi. On peut pas lui reprocher, évidemment, d'innover et de se planter de temps en temps. Mais là, c'est vrai que les investisseurs se posent des questions. Qui veut commencer sur ce sujet ? Allez, Isabelle. Oui, la vraie question, c'est que les investissements sont surtout fléchés dans des capex, c'est-à-dire qu'on investit dans... Alors, ce qui était rappelé ce matin, il y a des talents, bien évidemment, achetés assez cher, mais surtout, il achète des capex. Donc, il achète des data centers et des capacités de calcul. Et ces data centers ont une durée de vie de 3 à 5 ans. Donc, il va falloir que d'ici 5 ans... Ils les amortissent. Ils les amortissent et qu'il y ait suffisamment de revenus pour, effectivement, avoir une vraie rentabilité. Cela dit, il y a les banques qui commencent effectivement à se préoccuper et à anticiper les revenus nécessaires pour avoir une rentabilité sur ces investissements. Et Bain déclarait qu'il fallait générer 2000 milliards de revenus dans 3 ou 4 ans annuellement pour rentabiliser ces investissements. Et aujourd'hui, quand vous faites la somme totale des chiffres d'affaires des GAFA, vous êtes à 1500. Donc en réalité, ces investissements paraissent absolument gigantesque à l'échelle de la France, mais en réalité, à l'échelle de ces mastodontes, n'est pas si important que ça. L'année dernière, le profit de Meta, c'était 62 milliards. Donc, s'il souhaite aujourd'hui investir 70 milliards pour transformer son entreprise, c'est pas, à mon sens, complètement absurde. Maintenant, les valos avaient atteint des niveaux stratosphériques. Et je pense qu'effectivement, les financiers veulent un petit peu partager leurs risques et donc prennent un peu leurs gains pour aller réinvestir peut-être dans d'autres sociétés moins risquées. Mais au final, je ne suis pas certaine. Je pense que c'est un ajustement de valorisation. Je ne suis pas certaine que ça soit complètement une bulle. On va donner la parole à Jean dans un instant, mais je ne suis pas une grande financière. Jérôme, je voulais parce que effectivement, je me trompe souvent. Il investit des dizaines de milliards dans l'IA, mais Meta AI, ça marche pas bien en fait. Il n'y a pas de modèle économique. On le voit. Pour l'instant, Mark Zuckerberg a mis Meta AI dans WhatsApp, dans Instagram, dans Facebook. Personne ne s'en sert. C'est pas comme ChatGPT. Après, on peut essayer de trouver un modèle économique aussi à ChatGPT, mais là, pour Meta AI, il n'y a même pas d'utilisateurs qui s'y mettent. Alors, eux, ils disent qu'il y a 500 millions, je crois. Après, les chiffres... Ouais, mais bon, j'aimerais bien savoir... Moi aussi, exactement. Comment ils comptabilisent. En fait, c'est ça le problème. Aujourd'hui, quand on parle de Meta, on a dit 70 milliards de CAPEX, donc de dépenses en investissement. Google, c'est 90 milliards. Sauf que Google, ils investissent dans le cloud pour leurs clients. Donc, ils ont des débouchés, en fait. C'est-à-dire ils vont investir dans les data centers et ils ont des clients qui vont utiliser ces data centers. Microsoft, ils ont fait 35 milliards sur les 3 derniers mois de CAPEX. Pareil, ils ont des clients pour Azure. Meta, il n'y a pas de clients. C'est qui le client de Meta ? C'est la pub aujourd'hui. Alors eux, ils vont dire l'IA, ça nous aide parce que ça nous permet d'optimiser notre machine publicitaire, ce qui est vrai. Ce qui est d'ailleurs, quand on regarde dans les chiffres, on voit que le revenu publicitaire augmente fortement parce qu'avec l'IA, ils sont en train d'optimiser tout ça. Mais il n'y a pas besoin d'investir 70 milliards par an pour ça, en fait. Et l'idée, comme tu dis, c'est comment on gagne de l'argent. Zuckerberg avait dit 3 modèles pour gagner de l'argent avec l'IA. Le premier, c'était de dire on a des modèles, on va les vendre, un accès aux modèles. Aujourd'hui, les modèles de Meta, ils sont pas bons. Voilà, on le sait, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans cette surenchère pour débaucher un peu tout le monde. Ouais, le mercato des ingénieurs IA, on le disait tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier modèle qui ne marche pas. Le deuxième modèle, c'était de dire on va vendre des chatbots sur WhatsApp. Si une entreprise veut discuter avec ses clients sur WhatsApp avec un chatbot Meta AI, ils seront capables de le faire. Par exemple, je dis n'importe quoi, Air France, voilà. Tu discutes avec un chatbot aux couleurs d'Air France qui va te répondre, etc. C'est ça. Alors ça existe déjà sur WhatsApp, mais là, ça serait l'étape supplémentaire. Pour l'instant, ce n'est pas forcément mis en place. Et la troisième pilier qu'il avait annoncé, c'est la pub. Et là, pour l'instant, il n'y a rien en fait qui a été fait encore. Donc, il y a beaucoup d'investissements, il n'y a pas encore de débouchés. Et moi, on voit même pas la lumière au bout du tunnel, en fait. On peut l'imaginer. Je pense qu'on peut l'imaginer. On l'imagine plus qu'avec le métaverse, par exemple. Et je pense que c'est aussi ça. En fait, c'est que, rappelez-vous, il y a 3 ans, quand Meta investissait dans le métaverse, et les investisseurs disaient mais que va se passer, qu'est-ce qui va se passer avec tous ces investissements ? Et finalement, ça ne se passe pas assez grand-chose. On est un peu dans cette même logique-là. Est-ce que ces investissements qui sont importants, mais qui, comme l'a dit Isabelle, Meta, c'est une entreprise qui gagne beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils vont quand même rentrer dans leurs frais ? Ça, c'est toute la question, en fait. Jean ?
Je pense que Zuckerberg, il manque toujours un peu de vision. Il a acheté des sociétés qui ont bien marché parce que les réseaux sociaux, il les a bien compris. Le métaverse, c'était une séance quand même un peu comique de manque de vision où on dit que quelque chose va se passer alors que c'est impensable que ça se passe parce que même le hardware qui est en dessous ne marche pas. Donc c'était risible et de renommer sa société Meta n'était pas une idée géniale. Enfin bon, on s'y fait. Sur l'IA, c'est pareil. On a dit il faut faire de l'IA, alors il s'y colle. Donc il ne sait pas trop où il va. Et j'ai l'impression que ça mène pas bien loin tout ça. Il y a quand même quelque chose qui me gratouille, c'est quand je regarde ce qui se fait sur les lunettes. Sur les lunettes connectées, d'abord, ça commence à marcher. C'est la première fois que Meta fera quelque chose qui marche en hardware. 2 millions d'exemplaires non plus, on n'est pas non plus sur des... Oui, c'est pas... Alors c'est après, pas... derrière, il y a Essilor, donc... Oui, ils ne sont pas tout seuls. Complètement le hardware. Mais c'est pas mal quand même. Ils ont fait quelque chose qui commence à marchoter. Et l'IA associée à ça, c'est très intéressant. Parce que les LLM, bon, bah, c'est fait. Hein. Moi, juste une chose, j'ai ces lunettes, tout fonctionne sauf l'IA chez moi. C'est-à-dire que moi, je lui pose des questions, elle me répond à côté, elle comprend rien. Enfin, je veux dire, on est à des années-lumière, par exemple, du chat vocal de ChatGPT, qui, lui, me bluffe, mais tous les jours. Je trouve qu'il y a vraiment un gap et en fait une différence de qualité entre les deux impressionnante. Mais je t'ai coupé la parole. Tous les deux, on doit être pour les lunettes, parce qu'on est les deux seuls à mettre des lunettes tout le temps. Vous serez obligés d'en mettre aussi. Mais pas du tout. Mais quelle idée. Nous, on les met parfois. Moi, je pense que c'est la revanche des 4 yeux. Mais sur les lunettes, ce qui se passe, c'est que ce sont des senseurs aussi, et que les données originales que vont ramener ces lunettes vont permettre d'alimenter une IA qui est différente de l'IA banale du LLM. Le LLM, c'est fait. De toute façon, les textes, on ne peut pas en inventer plus. Ils ont tous été bouquinés, c'est absorbé, c'est fait. Alors, on peut faire plus d'apprentissage, mais ça ne va pas être incroyable. Tandis que ramener des données originales par les lunettes, ça c'est très intéressant. Alors, il n'y en a que 2 millions, mais ça fait quand même pas mal de données qui vont remonter. Il y a peut-être un peu d'optimisme de ce côté-là, mais si je devais mettre mon argent, c'est vrai que ce n'est pas sur Meta que je le mettrais aujourd'hui. Tiens, et tu le mettrais où, ton argent ? Je trouve que Google a beaucoup plus un aspect beaucoup plus concret. Je ne peux pas dire que je les adore, mais... parce que quand même, oui, ils nous mais mettent froidement, tu investirais plus facilement dans Google que dans Meta. Oui. Okay. Oui, parce que le moteur de recherche qui a été mis en place avec l'IA fonctionne, le take-off, enfin la prise en main par les utilisateurs est très rapide, et Google a réussi quelque chose qui n'était pas évident, c'est de dire, je vais passer d'un moteur de recherche comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire pour faire des recherches pas terribles, à un moteur de recherche qui donne des résultats à la Perplexity, et ils ont réussi ça en très peu de temps. Mais alors, la semaine dernière, j'étais à San Francisco et en me connectant avec mon PC sur Chrome, d'un coup, je me suis retrouvé avec une autre interface de Google. Oui. C'est ça qui est intéressant. Et notamment, ce petit onglet Search IA, absolument, qui fait penser à Perplexity. Enfin, voilà, et ça marche super bien. Et encore une fois, nous, bon, bah voilà, on est un peu à la traîne. Je sais pas trop quand ça arrivera. Mais... On est le seul pays qui l'a pas. Hein. Enfin, on va dire, en Europe, ça existe. Moi, j'étais aux Pays-Bas. Voilà la spécificité française. On est les seuls à ne pas avoir cette technologie. Mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais Google n'a jamais expliqué pourquoi. Non, mais parce que c'est partout en Europe. Il n'y a qu'en France que ça y est pas. Et Google n'a jamais voulu expliquer pourquoi c'était pas en France. Je me demande si c'est pas un problème de rémunération de la presse. C'est possible. Ah oui, je crois que c'est ça. Il y a encore cette histoire de droits voisins qui les enquiquinent. Ils n'ont pas véritablement, mais ça juridiquement, tout n'est pas véritablement bordé à 100% pour ne pas... enfin, il y a un risque qu'ils puissent se faire attaquer. Mais les droits voisins, c'est partout en Europe. Les droits voisins, c'est une directive européenne. Ça existe en Australie. Il y a toujours... Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu l'arriver à lancer en France. Il doit y avoir un truc. Ouais. Forcément, il y a quelque chose. Donc on a été... Oui, tu avais terminé ton... Oui, je pense que quand je parlais de Google, il ne faut pas oublier que c'est Google qui a quand même mis sur les fonds baptismaux les LLM. Donc ils ont un petit train d'avance quand même en matière de recherche. Et bien sûr, Google va dire avec Yann Lequin que les LLM, c'est une direction de recherche qui n'a plus d'avenir. Je pense que c'est vrai, mais je pense quand même que ça a une utilisation présente qui n'est pas si mal. Bon, cela dit, ils perdent des parts de marché tous les jours. Et donc, c'est une question de survie aujourd'hui. Et on voit bien que lorsqu'on n'a pas effectivement ce nouveau Google Search avec l'IA, les gens basculent directement sur du Perplexity, sur du OpenIA. Moi, je pense que la vraie question, c'est même pas la question de part de marché, c'est comment on monétise en fait l'audience. Aujourd'hui, le modèle de Google, c'est le modèle des liens qui marche très bien, qui a fait la fortune de Google. Comment on passe de ce modèle-là au modèle d'après, où on met sachant qu'on le voit, toutes les études disent que quand on va sur ChatGPT, je crois, c'est 2 tiers des gens qui cliquent sur aucun lien.
sur ChatGPT. Donc aujourd'hui, sur Google, si on enlève les liens payants sponsorisés, c'est quoi la prochaine étape? Et ça encore, ils l'ont pas encore craqué, on ne sait pas encore vraiment. Mais je pense que tu vois, pour avoir vu comment ça marchait en fait, parce que je posais une question touristique sur San Francisco où j'étais, etc. Et donc ils te font un petit résumé de ce qu'il faut faire, etc. Et de temps en temps, tu as des petits astérisques avec des liens. Mais je pense que ça peut évoluer ça. Et ils pourraient te rajouter véritablement le lien. Et là, tu peux imaginer par exemple des liens sponsors ou de l'affiliation, des choses comme ça. Je pense qu'ils se cherchent encore. Et c'est un vrai sujet pour les marques. Parce que les marques aujourd'hui perdent toute la partie de trafic qui était liée à Google Search. Et donc, elles sont obligées, elles aussi, de réinventer des systèmes pour pouvoir ressortir de manière pertinente sur les moteurs IA. Si on regarde la question initiale qui était les investisseurs commencent à s'énerver, il y a un point qu'il faut, tu t'en parlais, c'est le prix des développeurs. Quand on met 100 millions pour un développeur, quand on achète une participation à 49% pour 14 milliards comme l'a fait Meta, là on commence à perdre les pédales et c'est un signe, c'est un marqueur de bulle qui est très très inquiétant. Parce que comment on fait, alors on a tous dirigé des sociétés, comment on fait pour avoir quelqu'un qu'on a embauché à 100 millions, un autre à 250, un autre à 75 et puis un autre avant qu'on payait 300 000 ? Parce que quand on les met dans une salle, je suis persuadé qu'il y a un ange qui passe par moment et qu'il y a une petite dissonance entre les personnes. Et ça ne marche pas en équipe tout ça. Donc ça ne va pas fonctionner. On va pas dire, bon, on va mettre 250 millions à tout le monde, comme ça on fait un forfait. Ça va être problématique. Ça va faire un forfait rapidement élevé. Il y a un problème qui fait que des jeunes de 30 ans qui ont une tête qui passe plus par les portes, qui travaillent avec des gars un peu plus expérimentés, qui sont mal payés parce qu'ils sont un peu plus vieux, ça va pas marcher. Donc je pense que les investisseurs, dans leur grande sagesse, voient bien que ce modèle ne fonctionnera pas longtemps et que ces gens qui ont gagné des centaines de millions vont pas donner les résultats nécessaires et que cet argent aura été gâché. Alors, je ne suis pas complètement d'accord, parce que j'ai vécu toute la partie bulle, Yahoo, puis Google. Et vous parliez de Google tout à l'heure. Je pense que Google est justement l'exemple d'une société qui a fait travailler des millionnaires qui le devenaient chaque jour pendant des dizaines et des quinzaines d'années. Alors, il y a effectivement des sociétés où les gens partaient par vagues parce que tout d'un coup, ils avaient, grâce à leur stock option, touché beaucoup d'argent. Google a fait partie de ces sociétés qui a su conserver ses talents, qui a su embaucher et conserver ses talents. Alors après, est-ce que Mark Zuckerberg va être capable de faire la même chose ? Je n'en sais rien. Mais il y a des sociétés, des organisations qui arrivent à faire travailler des gens avec des sommes effectivement astronomiques en termes de patrimoine. Et puis je me souviens de Terry Semel, qui était le grand patron d'Universal, qui avait repris en fait Yahoo dans les années, je ne sais plus, avant-hier, 2001-2002, et qui disait, c'est terrible, avec un Européen, vous lui donnez 20 millions de dollars, il s'arrête de travailler. Donc en fait, aux États-Unis, il y a une relation au patrimoine et à l'argent qui n'est pas la même qu'en Europe. Et quand vous permettez à des gens talentueux de travailler dans un contexte absolument incroyable, avec énormément de données, avec énormément d'outils, en fait, leur objectif, c'est de changer le monde en réalité. Et donc, ils apprécient d'être bien payés, mais ils ne s'arrêteront pas parce qu'ils ont 100 millions de dollars. C'est pas tout à fait ce que j'ai vu, mais on pourra en discuter. Très bien. Mais sur Google, ils sont devenus... Fightez-vous un peu tous les deux, là. Ouais, les gens sont devenus Vous êtes un peu policés, tout va bien. Non, Jérôme, on va se prendre des pop-corn. Non, mais les gens sont devenus riches chez Google, ils sont devenus sur les stock options qu'ils avaient dans la société. Oui, c'est vrai. C'est la petite différence. Là, ce qui est étrange, c'est qu'on leur dit pas, on va partager la valeur que vous allez créer, parce que ça, c'est un marqueur normal de la Silicon Valley ou de l'Europe d'ailleurs. On va partager la valeur créée. Là, c'est pas la valeur créée qu'on partage. On ne partage rien du tout d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de valeur créée. On va donner beaucoup d'argent pour que vous veniez. Tu achètes un talent. On ne peut pas dire que Meta ne crée pas de valeur quand on voit son chiffre d'affaires et son profit. Je ne suis pas une pro Zuckerberg, mais je dois admettre que ses résultats sont quand même non, le gars de 30 ans qu'on accueille en lui donnant 250 millions, il n'a pas encore eu le temps de créer de valeur. Et quand les 250 millions qu'il a touchés à l'entrée, il va mettre un peu de temps à les créer, voire beaucoup de temps. C'est là que ça se passe. C'est que, moi, je pense qu'il y a deux façons de rendre les gens fous. C'est de les récompenser pour ce qu'ils n'ont pas fait et de les punir pour ce qu'ils n'ont pas fait. C'est pas de moi. Alors maintenant, on ne sait pas ce qu'il y a dans le contrat de travail. C'est peut-être comme un pacte d'actionnaires que vous connaissez bien, où parfois il y a des subtilités qui fait qu'on n'a pas toujours l'argent que l'on attend. D'après ce que j'ai compris, c'est 100 millions de bienvenus. Voilà. Et après, c'est 100 millions par an. Non, ça dépend. En fait, on ne sait pas.
Après, je pense qu'il y a des subtilités dans et c'est des paquets sur 5 ans, généralement. Non, mais je crois que le top, en fait, parce qu'il y a plusieurs salaires, hein, bien évidemment, ils ne sont pas tous en Non, il y en a même un qui a eu 1 milliard, a priori. Il y en a même un qui a eu 1 milliard. Waouh. Sur 5 ans, a priori. Enfin, on ne sait pas, comme c'est pas public, mais en tout cas, les infos de presse disent ça. Sur 5 ans. Sur 5 ans. Alors, est-ce qu'il les aura un jour? On n'en sait rien. Juste, François, je peux me permettre juste de rajouter une phrase qui je pense que pour revenir à Meta, et sur le sujet des investissements, qui résume très bien la position de Zuckerberg. Zuckerberg a dit il y a quelques semaines, dans une interview, il a dit « Si on investit des centaines de milliards de trop, des centaines de milliards de dollars de trop, c'est pas grave. Ce ne sera pas catastrophique. Ce qui sera catastrophique, c'est de ne pas rester à investir. » Et ça, c'est la vision qu'il a, Zuckerberg. Et ce qu'il a fait avec le métaverse, il a dit exactement la même chose. Moi, je perds de l'argent, je m'en fiche de perdre de l'argent parce que j'ai une machine publicitaire qui me rapporte beaucoup d'argent. Et quitte à perdre de l'argent, je peux encaisser tout ça. Ça, c'est respectable. Et il dit, mais si j'investis pas assez et que demain l'IA arrive et que moi, on n'est pas bon parce qu'on n'a pas assez investi, et bien là, on perdra beaucoup plus que ce qu'on a perdu si on avait investi. Enfin, et donc, c'est sa vision qu'il a. Et je pense que... après, c'est sa vision très Silicon Valley et qu'il a toujours eu d'ailleurs. Et c'est peut-être ça aussi qui est inquiétant pour certains, c'est de dire mais en fait il y a personne, il n'a pas de contre-pouvoir Zuckerberg chez lui, Meta. Donc il y a personne qui va lui dire mais attends, c'est peut-être un peu trop. C'est pas une vision, c'est de la trouille, hein. Je ne sais pas si c'est de la trouille. La vision, c'est autre chose. La vision, c'est la trouille, Jean, c'est une stratégie, en tout cas. Ça pourrait être de se dire, j'investis pas autant que ça parce que j'ai un peu peur. J'y crois pas trop. Ou je sais ce que je vais en faire et je vais aller à tel endroit et ça va être extraordinaire. Quand les grands CEO ont des visions pour leur entreprise. Une vision, c'est je vais changer le monde de telle manière. Oui, mais... Là, c'est je vais mettre un tas d'argent. Et ça va sûrement marcher. Mais sur l'IA, si tu regardes bien sur l'IA, qui a une vision? Google, quand ils sont commencés, ils n'avaient pas forcément la vision. Quand ChatGPT est arrivé, Google, ils n'avaient pas la vision. Ils ne sont pas allés faire les transformers, Google. Hein. Ils ont créé les transformers, mais ils n'ont pas créé le chatbot. Ils n'ont pas cru à l'IA générative après. Apple, il n'y a pas de vision. Microsoft, ils n'ont pas de vision à part le fait de dire on va mettre du Azure. Donc en fait, la vision, il n'y a pas grand monde qui a une vision sur l'IA parce que ça évolue tellement vite que on y va et puis on va voir comment la technologie évolue. Donc je ne pense pas que Meta, il soit en plus mauvaise posture que d'autres. Enfin, ils le sont peut-être un peu, mais je pense qu'ils peuvent très bien s'en sortir aussi. Il n'y a pas une question, je ne pense pas que c'est une question de mauvaise vision et Alors, juste une chose pour un petit peu faire évoluer le sujet, parce qu'on parle de méta, mais en fait tout, et ça sera notre deuxième titre de ce soir, c'est qu'en fait tous sont dans cette volonté d'investir encore plus d'argent dans l'IA, parce qu'on parle de l'IA, mais qu'est-ce que c'est que l'IA? C'est toutes les infrastructures techniques, c'est évidemment les processeurs qui sont fabriqués par Nvidia pour la plupart et qui coûtent très cher, c'est beaucoup d'électricité, c'est des climatiseurs, c'est de la fibre optique, c'est du réseau. Enfin, c'est du foncier. Donc tout ça, en fait, mis bout à bout, ça représente beaucoup d'argent. Et tous le disent. On s'est focalisé sur Meta, qui va sans doute encore plus investir l'année prochaine. Mais ça va être pareil pour Microsoft, ça va être pareil pour Google. Et je ne parle même pas d'OpenAI. Donc il y a... voilà, c'est pour ça que tout à l'heure tu parlais de bulle. On ne sait pas trop où ça va aller tout ça. La bulle, c'est quand on survalorise les choses par rapport à leurs performances actuelles et qu'on ne sait pas imaginer leurs performances futures. Donc aujourd'hui, on ne sait pas imaginer les performances futures et on voit que les performances actuelles ne permettent pas de justifier ces valorisations. Donc on peut rêver, on peut avoir des visions, on peut décider de mettre de l'argent sur le fait que ça gagne, c'est sûr. Maintenant, il y a quand même des choses qui nous grattent sur l'IA. On se dit quand même que ces LLM, c'est super sympa. Enfin, je ne leur confierai pas ma vie. On voit que les transformers, c'est très efficace dans certains domaines. Enfin, ces équations fondamentales, les moteurs fondationnels, les modèles fondationnels, c'est fantastique pour faire du médical ou dans certains cas pour de la reconnaissance d'images. Mais on voit que les applications sont tout de même relativement limitées. Donc, l'IA générale est une vaste foutaise. Peut-être que dans l'avenir, il y en aura une, mais tous les 20 ans, on nous prédit une IA générale. Minsky l'avait déjà prédit en son temps, et d'autres vont le faire plus tard. Oui, mais là, il y a quand même l'épisode ChatGPT qui a bouleversé la société quand même. Je veux dire, l'IA, je suis d'accord, ça fait des dizaines d'années que ça existe, mais là, le fait d'avoir une interface avec laquelle tu peux discuter, qui te répond comme un humain et qui progresse de mois en mois, ça, c'est quand même assez game changer, comme on dit. C'est assez fantastique. Mais est-ce que ça va remplacer autre chose que beaucoup de bullshit jobs? C'est-à-dire, tu vois, on ne remplace pas, on parlera de la création peut-être, mais
c'est pas des choses qui font ça n'invente rien, ça copie des choses, ça les répète, ça se souvient de tout et ça le remet en résumé. C'est un merveilleux engin de résumé et de codage. C'est pas une IA qui va imaginer, créer. Enfin, on est très loin de l'intelligence humaine. C'est fantastique, je suis d'accord, c'est fantastique. Non, mais tu vois, par exemple, pour revenir à mon expérience perso, la semaine dernière, on était dans des Waymo qui bourrés d'IA aussi. Tu disais, je ne confierais pas ma vie à l'IA. Mais là, tu confies ta vie à un robot. Alors, il n'y a pas que de l'IA, c'est beaucoup d'automatisme, il y a des capteurs, etc. Mais malgré tout, il y a de l'intelligence artificielle qui arrive à prédire l'environnement, etc. Tu vois, et tu confies ta vie à ça. Parce que tu es dans ta voiture, il n'y a personne qui conduit, et quand tu n'as pas l'habitude, tu te dis, OK, jusqu'où je vais aller, quoi, tu vois. La semaine dernière, il y a Amazon qui a annoncé qu'ils allaient en fait licencier 10 000 personnes qui étaient tous des cols blancs. 14 000. 14 000 personnes, tous des cols blancs. Et voire plus en fait, après, si tout va bien. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils automatisent les tâches. Et une des visions de Jeff Bezos, c'était de dire qu'à partir du moment où on pouvait transformer par une machine qui calcule ou qui opère d'une manière différente une tâche qu'un humain fait plus de 4 ou 5 fois dans la journée, je ne sais plus quel est le ratio, il fallait prendre la machine. Et donc là, effectivement, on s'aperçoit que l'IA synthétise, réorganise de l'information et prend la place, à mon avis, de col blanc. Et c'est ce que Amazon est en train de prouver. Alors effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les grands groupes, et notamment français, on cherche une rentabilité sur comment je pourrais utiliser l'IA, sur quel métier, etc. Je trouve que depuis 1 ou 2 ans, il commence à y avoir effectivement des débuts de produits qui améliore les services clients, qui améliore la satisfaction client, les reconnaissances d'images qui permettent d'être plus pertinents dans des prises de décision. Donc il y a des choses qui se passent. Est-ce que ça va être rentable l'année prochaine ou pas ? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça augmente la capacité de travail. Et ça, aujourd'hui, c'est indéniable. Donc la question, c'est à quel rythme le revenu va suivre et la rentabilité va suivre. D'après les banques américaines, ça devrait arriver pas trop tard. Juste 2 petites choses rapides. Déjà, sur Amazon, ils ont annoncé dans 14 000 suppressions de postes. Je suis curieux de savoir combien il y en a qui sont vraiment liés à l'IA. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, en fait. Que s'il y a beaucoup de... Parce que quand ils licencient des gens, quand ils ferment un studio de jeux vidéo, c'est pas l'IA qui fait qu'ils ferment le studio de jeux vidéo. Quand ils licencient des gens dans le hardware, c'est pas l'IA. Donc, oui, c'est plutôt pour des raisons économiques. Oui, voilà. L'IA, c'est juste un peu... Bon, on licencie... Enfin, Andy Jassy l'a dit. Il a dit, apprêtez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de suppression de postes. C'était un des points et l'explication... À cause de l'IA. Oui, non, mais il le dit. Oui, mais je suis d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Aussi, c'est un prétexte, en fait, pour faire passer la pilule. Et juste une dernière chose pour te répondre à ta question, est-ce qu'on est dans une bulle et pourquoi il y a autant d'investissements ? Moi, je pense c'est une course en avant, en fait. D'un côté, tu as tellement de gens, tu as OpenAI d'un côté et Nvidia qui met de l'argent partout, dans toutes les startups, qui alimentent tout le monde pour qu'on dépense, en fait. Et Nvidia, ils font ça pour qu'on achète leur puce. Hein. Et finalement, comme il y a ces 2 entreprises qui alimentent la machine, et bien, tout le monde est obligé de suivre. Parce que c'est une course de vitesse et ce qui fait que tout le monde investit de plus en plus jusqu'au moment où ça ne sera pas Ce Jensen Huang est vraiment malin. Il investit de l'argent dans des boîtes qu'après les boîtes lui redonnent en achetant ses processeurs. Oui. Ça, c'est la classe quand même. C'est aussi un marqueur de bulle, ça. Hein. Quand on ne comprend plus où vont les flux. Enfin, je suis le vieux schnock de cette table. Oh ben non, si, non, mais j'aime bien. Jean, non, je ne suis pas d'accord. Mais non, franchement, je regarde quand même ça en disant tout ça est quand même... C'est le grand sage. Est-il bien nécessaire de faire circuler tout cet argent dans tous les sens ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Puis il y a une question que je n'arrête pas de me poser. Quand on voit OpenAI qui nous dit maintenant on ne raisonne plus en nombre de puces, on ne raisonne plus en quantité de calcul, on raisonne en gigawatts. Oui, c'est ça. Puis en même temps, je vois des startups qui viennent nous voir régulièrement nous disant moi j'ai fait un moteur, j'ai fait une puce qui fait de l'inférence et qui prend 1000 fois moins d'énergie. Alors on passe d'une centrale nucléaire à un sèche-cheveux quand même en puissance. Donc ouais. J'ai pas bien compris. Bon, après, est-ce que c'est la même performance ? Il faut rentrer dans les détails. Pour faire de l'apprentissage, les puces de Nvidia sont fantastiques. Pour faire de l'inférence, ce qui est en fait le problème majeur, puisqu'on a de plus en plus d'utilisateurs, non, elles ne sont pas si fantastiques que ça. Okay. C'est pour ça qu'ils développent leur propre puce aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils mettent tellement d'infrastructures si vite en place. Mais a priori, l'inférence et l'éducation des réseaux demandent beaucoup plus, 8 fois plus de capacité d'énergie qu'un simple serveur classique. On n'a plus le temps.
Ça sera la conclusion de cette première partie. Même si je sens que Jean et Jérôme aimeraient bien rajouter un petit truc. Il est bientôt 20h, petite pause et on revient. Toujours avec Isabelle, Jean et Jérôme pour évoquer l'actu tech. Vous restez avec nous, à tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le retour de Tech & Co, la quotidienne, on débriefe l'actu tech ce soir avec Isabelle Bordry qui est avec nous. Je vous rappelle qu'Isabelle est fondatrice de Retency. À tes côtés, ma chère Isabelle, c'est Jean Schmitt, président de Jolt Capital. Vous vous entendez bien ce soir? J'ai l'impression que de temps en temps, il y a des petits éclairs comme ça entre vous. Ouais. C'est bien, moi ça me plaît. Et puis Jérôme, l'arbitre. Tout seul. Tous les deux, on est là, tranquille. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. En tous les cas, merci parce que c'est toujours très agréable de vous écouter, même si c'est parfois dans la contradiction intéressante. Bienveillante. Bienveillante et intéressante. J'aimerais qu'on enchaîne avec un autre sujet qui est assez intéressant. C'est... Voilà, on parle de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, mais il y a un secteur dans lequel l'IA est en train aussi de faire son trou, c'est celui du spectacle, du divertissement et notamment de la musique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe des solutions comme Suno ou même Udio. Je ne sais pas si on dit Udio, ça fait un peu, fait idiot, c'est pas terrible, on va dire Udio, qui en fait permet de générer des chansons, comme vous le faites avec ChatGPT, vous promptez, fais-moi une chanson à la Michel Polnareff qui parle d'amour avec des pianos, où Isabelle sera la star, et quelques secondes après, il vous fait une chanson qui, avec une mélodie, une voix, vous pouvez choisir la voix, vous pouvez choisir du rap, etc., voix masculine, féminine, etc. Et de temps en temps, le résultat est vraiment bluffant de par la qualité, en fait, de la structure de la chanson. Évidemment, les majors n'aiment pas ça, parce qu'elles se disent, oui, vous comprenez, grâce à ces logiciels, il y a un petit peu de Rihanna dans cette chanson que vous avez piquée, mais il y a aussi un petit peu d'Adèle, il y a peut-être aussi un petit peu de Polnareff. Donc, comment vous allez rétribuer tous ces artistes qui vous ont aidé grâce à, on va dire, à l'apprentissage de ces musiques pour faire votre musique dédiée à l'IA, comment vous allez les rémunérer? Pour l'instant, c'était un peu un flou juridique. D'ailleurs, Universal avait attaqué la boîte qu'ils viennent de racheter. Ça, c'est amusant. Ils l'ont pas racheté. Enfin, ils n'ont pas racheté, ils sont en partenariat. Mais bon, peut-être que ça sera la prochaine étape de les racheter. Et donc l'actu de ce Tech & Co, c'est que Universal se rapproche, donc a mis en place un partenariat avec Udio, qui est une start-up les plus en pointe en fait dans le domaine de la musique générée par l'IA et qui va lancer l'année prochaine un service qui permettra à chacun de créer de ses morceaux à partir du catalogue Universal Music. Et là, tout de suite, on voit Universal Music reprend la main parce que ce seront des chansons issues du catalogue d'Universal Music. On pourra savoir de qui elle est inspirée finalement, et avec aussi une rétribution des droits plus profitable, on va dire, et plus logique. C'est ça, hein, Jérôme? Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va fonctionner. Comme tu l'as dit, donc il y a trois grosses maisons de disques dans le monde, Universal, Sony et Warner, qui ont toutes les trois attaqué Udio et Sonio par la justice pour violation des brevets et violation du droit d'auteur. Et moi, je trouve que c'est super intéressant qu'on Universal fasse cette partenariat avec Udio. Ils ont annoncé un partenariat aujourd'hui avec Stability AI, qui a aussi un outil de musique. Parce qu'en fait, ça montre qu'ils se disent, mais finalement, devant la justice, on n'est peut-être pas sûr de gagner, en fait. Ouais. Donc, vaut mieux se les mettre de côté. Là, exactement. Et de dire, autant, plutôt que de se battre contre l'IA, et on le voit très bien avec la presse, en fait. La presse, il y a des médias qui sont allés signer des contrats avec OpenAI, et il y a des médias comme le New York Times qui ont attaqué OpenAI. Et là, on est un peu dans ce moment-là dans la musique, on avait décidé de les attaquer. Peut-être qu'on va dire, finalement, accompagnons l'arrivée de l'IA parce que c'est inéluctable. Et de toute façon, devant la justice, on n'est pas sûr de gagner parce qu'il y a une théorie qui s'appelle un concept qui s'appelle le fair use, donc l'usage raisonnable, qui est mis en avant et qui potentiellement pourrait permettre à ces entreprises de ne pas se faire taper sur les mains. Et donc, c'est un premier mouvement vers ce travail avec l'IA. Et moi, ce qui m'intéresse maintenant de savoir, c'est ce que les artistes vont dire. Parce que les artistes, ils seront contre l'IA. Quand la chanson des Beatles, qui avait été remasterisée avec l'IA, avait été nommée aux Grammys, ça avait suscité un scandale. Là, les artistes de Universal, on va leur dire, finalement, vos chansons, c'est bien gentil, mais maintenant, peut-être qu'on va pouvoir les utiliser avec l'IA. Et peut-être qu'Universal prépare l'avenir où il n'y a plus d'artistes, en fait. Mais c'est intéressant parce que on n'en sait pas grand-chose. Hein. Mais en lisant des articles de ci, de là, bon, déjà, Universal, c'est des artistes monstrueux. C'était leur Swift.
c'est Billie Eilish, Lady Gaga, etc. etc. L'idée, c'est qu'avec Udio, vous puissiez prendre l'une des chansons qui vous plaît de Taylor Swift, par exemple, et la remixer, ou de la modifier, finalement, mais ce sera toujours avec l'autorisation de l'artiste en question. C'est-à-dire que l'artiste sera toujours maître, en fait, de l'œuvre qui va naître de cette intelligence artificielle, et donc forcément touchera des royalties aussi. Donc en fait, c'est presque de la gamification finalement. Tu écoutes une chanson sur Spotify de Taylor Swift qui te plaît, tu as envie d'en faire un remix, c'est toi qui vas le refaire, parce que tu vas impulser, je sais pas moi, un rythme, peut-être des coupes, etc., etc., et puis tu auras ta chanson qui va être remixée comme tu l'aimes. Mais ça sera toujours maîtrisé par Universal Music, c'est ça qui est fort. Moi, je suis très, très impressionnée par la stratégie et la vision depuis 20 ans d'Universal Music. Ça, c'est vrai. Universal n'est pas Kodak. Ah non. Universal... Mais ils ont failli, hein. Et ils ont failli. Ils ont failli. Moi, je me souviens à l'époque de Pascal Nègre, qui était le patron d'Universal. Qui criait au loup. Qui nous a quand même mis des DRM sur les chansons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, quand même. Voilà. Et bien, en 20 ans, ils ont réussi de manière systématique à s'emparer de ces nouveaux médias pour pouvoir proposer aux artistes, en tous les cas, des nouveaux modes de distribution, des nouveaux modes de promotion. Et je trouve que cette étape-là, qui est encore à construire, mais qui est de s'accaparer une source qui pourrait créer une difficulté entre l'artiste et les fans, est assez prodigieuse, en tous les cas intéressante. Et effectivement, ce qui ressortait des derniers mouvements d'Universal, c'était de capitaliser très fortement entre l'artiste et les fans, c'est-à-dire de jouer la communauté. Et donc ce type d'outil peut peut-être effectivement renforcer la communauté en permettant aux fans de remixer, de retravailler en fonction de ce qu'ils apprécient de tel ou tel artiste. Donc c'est absolument bluffant. Alors après, il faut avoir le modèle économique, mais quand vous avez un produit qui marche, en général, il y a un modèle qui suit derrière. Est-ce que c'est de l'abonnement ? Est-ce que ça sera à l'achat ? Je n'en sais rien. Mais effectivement, cette société, depuis 20 ans, a réussi à complètement se transformer et à recréer des modèles économiques qui fonctionnent, puisque on disait il y a 15 ans, il n'y aura plus d'artistes. Il y a toujours des artistes extrêmement puissants qui gagnent beaucoup d'argent. Donc après, c'est vraiment pour moi un cas d'école. Il y a Spotify aussi qui est arrivé et qui a complètement bouleversé l'industrie. Complètement bouleversé. Et ça, c'est pas. Et Universal n'était pas tout à fait d'accord au début. Oui, il y a aussi cette réticence on va dire des vieux modèles. Et Spotify a été, à mon avis, plus innovant. Je pense que même les majors, pour en fait casser toute la distribution de la musique. Oui, mais elles se sont réadaptées. Non, mais bien sûr, après elles ont réussi à évoluer. Mais après elles ont carrément changé de paradigme, si tu veux. Et je pense qu'elles ont grandi aussi en même temps que l'arrivée de Spotify, etc. Jean. Je pense que c'est un très bon sujet d'arriver sur Spotify parce que Universal va se débarrasser de ces intermédiaires un peu encombrants. Parce qu'en réalité, en ayant les artistes, en reversant de l'argent aux artistes... Là, c'est Universal qui passe un accord avec Udio, c'est pas Spotify. Et d'ailleurs, c'est la question que je me posais. C'est bizarre que ce soit pas Spotify ou Apple Music qui n'ait pas signé ce... Mais ils n'ont pas les artistes, ils peuvent pas. Le lien avec l'artiste. C'est le fait d'avoir les données qui créent la valeur. Et du coup, les artistes vont effectivement toucher de l'argent parce que c'est des œuvres dérivées et Universal le reconnaît. Et donc, du coup... Oui, mais Spotify pourrait donner de l'argent en plus. Mais Spotify, en ce moment, ils vivent un autre monde, le monde où de la fausse musique tourne en boucle, avec des centaines de faux appareils qui disent écouter de la musique et ils payent des millions de royalties et de la musique qui n'existe pas. C'est ça leur problème aujourd'hui. Ils ont un problème qui est très différent d'Universal, qui contrôle la source. Pardon, je coupe, mais le problème, il est pour Universal aussi, parce que les faux musiques, la fausse musique qui est écoutée sur Spotify, c'est de l'argent en moins pour les artistes, parce que Spotify, ce qu'ils font, c'est que l'argent, il ne sort pas du panier. Hein. Donc, les gens nous payent, on prend 70% de ce que les gens nous payent et on redistribue selon l'écoute. Donc la fausse musique, elle impacte les artistes aussi. J'en arrive à mon point qui est que je pense que Universal a un modèle très pérenne et Spotify a un modèle très en danger. Et je serais très prudent là-dessus parce que je vois pas, ils n'ont pas de contenu, ils n'ont pas de données, ils vont se faire complètement dépasser par ces logiciels de remix ou de recréation. Ouais, mais ils distribuent la musique. Si tu veux. Je suis pas d'accord du tout. C'est ça la force de Spotify, c'est qu'aujourd'hui c'est la porte d'entrée à un catalogue de plusieurs dizaines de millions de titres, finalement. Et alors que Spotify, Apple Music, là on parle de Spotify, mais il y a Deezer, notre Frenchie aussi, ils sont là. Hein. Il y a Tidal, il y a Apple Music, il y a Amazon Music, etc. etc. Je pense que les gens qui vont permettre de créer de la musique et qui vont créer de la musique infinie, en fait, pas dans un style donné avec des variations,
qui reversent des royalties aux auteurs vont avoir de beaux jours devant eux. La fausse musique, la musique fausse a toujours eu du succès. Hein. Enfin, on se souvient tous de, je sais pas, l'Adagio d'Albinoni, il a été écrit par quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas du tout Albinoni, donc et pourtant on l'a tous en tête. Je pense que ces musiques vont avoir énormément de succès et que Universal a fait un grand move. Alors moi, je suis absolument pas d'accord. Voilà, ça c'est bien. Déjà, aujourd'hui, l'argent, c'est pas sur Udio ou sur Sonio que l'argent dépense $10 par mois ou $12 par mois pour être abonné, c'est sur Spotify. Il y a 250 millions d'abonnés à Spotify aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Spotify, c'est la porte d'entrée principale et que les maisons de disques, à chaque fois qu'elles essaient de montrer les muscles face à Spotify pour négocier des royalties plus importantes, eh bien, elles finissent par revenir en arrière et accepter les deals que Spotify demande. Donc aujourd'hui, les chansons d'IA, je ne pense pas que... alors oui, c'est très bien et ça amuse beaucoup de gens de faire des chansons d'IA. C'est pas non plus quand l'album de Taylor Swift il est sorti la semaine dernière, les chansons d'IA, personne ne les écoutait. Tout le monde a écouté les chansons de Taylor Swift. Donc il y a toujours le côté des artistes qui restent là, l'attraction de la qualité reste quand même clé. Moi, je pense pas, et personne aujourd'hui va sur Udio, vont sur Udio pour écouter les chansons, mais Udio, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Personne paye pour écouter les chansons sur Udio. Donc, Universal, je suis très curieux de savoir comment ça va marcher leur système. Mais pour l'instant, le modèle économique, il n'existe pas. Et le modèle économique aujourd'hui de l'industrie du disque, c'est Spotify. Enfin, c'est le streaming. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au lieu d'acheter un catalogue, en fait, ils achètent une tech qui va leur permettre de faire un catalogue et de construire un nouveau catalogue. Et un catalogue maîtrisé avec des droits et des rétributions de droits. Et sur des produits de qualité. Mais je pense Alors, effectivement, il y a deux modèles, parce qu'il y a un modèle de création qui est celui d'Universal, et puis il y a le modèle de distribution qui est celui de Spotify. Et comme dans tous les secteurs, un équilibre doit se trouver entre les deux. Pour terminer là-dessus, je suis d'accord avec toi, Jérôme. Je pense que c'est vraiment défensif de la part d'Universal de racheter cette boîte-là, parce qu'ils se disent, si je les maîtrise et si j'arrive à faire un partenariat avec eux, ça sera autant de musique qui ne seront pas trafiquées par l'IA et qu'on ne maîtrisera pas. Je pense que c'est ça. Mais après, il reste Suno, et il y en a d'autres aussi qui font ça. Hein. Bon, on verra bien. L'actu aussi, on va parler un peu d'OpenAI. Ça faisait bien 10 minutes qu'on n'évoquait pas OpenAI, donc ça commence à nous manquer, on commence à avoir des tremblements. Plus sérieusement, on va évoquer cette initiative étonnante qui provient d'OpenAI, qui veut concurrencer en fait Neuralink d'Elon Musk. Neuralink, vous le savez, c'est ce produit, ce projet complètement fou d'Elon Musk d'installer en fait des espèces de capteurs dans le cerveau, c'est des électrodes, précisément, qui vont dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il faut découper la boîte crânienne. Enfin, on ne fait pas ça comme ça à la va-vite chez Monsieur Bricolage. Hein. Il faut aller... voilà, c'est un acte chirurgical qui permet à des personnes... Très lourd, mais pour des personnes qui ont des handicaps très lourds, ce sont souvent des personnes qui sont tétraplégiques, qui sont condamnées à rester toute leur vie dans un fauteuil roulant et qui, grâce à ces implants, arrivent à retrouver un petit peu de mobilité, c'est-à-dire qu'ils arrivent à piloter, grâce à leur cerveau, une télécommande, la télé, un jeu vidéo, un ordinateur. Ce qui est quand même proprement miraculeux pour ces personnes qui sont totalement dans une bulle, dans une prison, en fait. C'est ça qui est terrible. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est intéressant, c'est que OpenAI se dit, on va essayer de faire comme Neuralink, mais sans que ce soit invasif. Et on va essayer de trouver une autre technologie, qui est une technologie, je crois, électromagnétique, qui permettrait d'interagir avec le cerveau sans le toucher, finalement, d'après ce que j'ai compris. C'est ça. C'est dingue. Ouais. Mais alors, pour que ça marche, ça c'est le côté, donc une puce qui communique par ultrasons, mais pour que ça marche, il faut modifier génétiquement les cellules du cerveau, parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Et donc il y a deux côtés. Il y a le côté, il faut développer la puce qui est capable de discuter, et il faut le côté de modifier génétiquement les cellules du cerveau pour qu'elles puissent communiquer avec des ultrasons. Donc c'est un projet qui est assez fou, qui est mis... là, ils ont recruté quelqu'un qui s'occupait de ça à Caltech notamment. C'est Merge Lab, je crois. C'est ça, c'est une start-up aujourd'hui dans laquelle OpenAI pourrait investir. Et Sam Altman serait impliqué. Là aussi, elle n'existe pas officiellement, cette start-up. Enfin, elle n'a jamais été officiellement annoncée, donc c'est que des rumeurs en tout cas. Mais ouais, c'est un projet assez fou de se dire... le côté Neuralink, c'est très bien, mais c'est vrai que c'est pas pour tout le monde parce que c'est tellement invasif et que c'est tellement dangereux finalement. Et que pour l'instant, je crois qu'il y a 5 ou 6 personnes qui l'ont eu, donc on n'a pas de recul nécessaire pour savoir si c'est dangereux ou pas pour leur santé. Là, on a quelque chose de moins invasif
qui potentiellement pourrait être implanté à tout le monde, en fait, si les gens veulent. Et donc, en gros, parce qu'on ne sait pas trop à quoi ça pourrait servir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, en fait, ces ondes électromagnétiques pourraient rentrer en contact avec le cerveau, on pourrait piloter par la pensée des objets, en fait, des objets, quoi. C'est ça? Exactement. Mais... Alors... par exemple, juste pour, ce que disait Sam Altman quand il en a parlé il n'y a pas très longtemps, il a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est que je puisse avoir un chat GPT dans ma tête. Oui. Je pose ma question dans ma tête et chat GPT me répond directement sans que j'aille sur chat GPT. J'espère qu'il a un cerveau qui marche mieux que chat GPT. Je sais pas ça. Ouais. Non, mais c'est dingue quand même. Les gars, ce qu'ils imaginent, ce mec-là est sans doute l'un des mecs les plus puissants au monde. Il imagine déjà, son rêve, ça serait d'avoir un chat GPT dans la tête, quoi. Je pense qu'il lit beaucoup de science-fiction, hein, donc ça donne beaucoup d'idées, c'est bien. Ouais, mais c'est un peu dangereux. Les implants dans le cerveau, c'est pas nouveau du tout. Non, aujourd'hui, quand on est épileptique, bien sûr, procédure Parkinson, enfin il y a plein de trucs comme ça. On supprime tous les tremblements. Et dans l'épilepsie, c'est quelque chose qui est assez classique, hein, pour stimuler des zones du cerveau ou vérifier, même pour prendre des mesures et voir où se passent les tempêtes épileptiques dans le cerveau. Donc c'est pas tout à fait nouveau. C'est nouveau de l'utiliser pour faire des interfaces homme-machine. C'est pas tout à fait non invasif parce que les ondes, c'est pas électromagnétique, c'est sonore, c'est des ultrasons. Ces ultrasons, il faut quand même les mettre sous le crâne, hein. Donc il faut quand même faire un petit trou. Moi je pensais que c'était, on était dans un environnement. C'est pas dans la boîte crânienne, mais je pense que c'est dans la tête. Parce que c'est non invasif. Qu'est-ce que ça veut dire non invasif? Invasif, c'est qu'on fait pas de trou dans le cerveau. Voilà. En fait, c'est les recherches actuelles de cette société qui sont non invasives. On trouve pas le cerveau, on trouve le crâne. Bon, c'est pas terrible quand même, hein. Mais au moins on rentre pas des aiguilles dans le cerveau, parce que les aiguilles dans le cerveau, ça fait quand même des frissons. Ça fait pas mal. Je sais pas, j'ai jamais eu, mais je pense que ça doit faire au moins des frissons, quoi. Ça, c'est sûr. C'est impressionnant à voir. Mais le petit implant sous le crâne, bon, ça peut se glisser, hein. Mais il y a rien qui passe pratiquement à la boîte crânienne, hein. Donc c'est très dur d'obtenir quelque chose qui sort du cerveau. C'est que des longueurs d'onde. Les fréquences qu'on arrive à attraper qui sortent du cerveau, c'est 10 à 50 Hz, hein. Oui, parce que c'est en fait, comme tu le dis, c'est une carapace, une protection. Incroyable barrière. C'est fou, hein, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, cette start-up, alors on va voir comment elle se destine avec OpenAI, mais cette start-up, en fait, et ce chercheur qui d'ailleurs donne des cours en France, puisqu'il va venir normalement, s'il n'est pas happé par OpenAI, dans un master à Saclay, à l'université de Saclay, il donne des cours. En fait, à analyser et permet aujourd'hui, avec de l'ultrason, non plus uniquement de photographier et de bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la cellule, mais de commander la cellule. Donc en fait, on passe de la dimension « j'améliore une photographie et une compréhension de l'image » à une relation qui effectivement permet de commander la cellule. Alors, est-ce que ça va suffisamment être performant pour effectivement faire en sorte qu'on ait tout d'un coup beaucoup plus de mémoire ou une capacité de synthétiser des textes de manière invraisemblable comme OpenAI ? Mais c'est ça, effectivement, le sujet de cette start-up, c'est-à-dire non plus d'utiliser l'ultrason pour mieux voir les cellules, mais d'utiliser les ultrasons pour pouvoir les commander, ce qui est assez nouveau et ce qui peut effectivement aider pour tout ce qui est Parkinson, épilepsie, et c'est ces sujets-là. Mais ça peut être formidable, c'est non invasif. C'est formidable, mais imagine dans l'autre sens. Imagine si une machine pilote ton cerveau et te fait faire des trucs que tu n'as pas envie de faire. Je pense qu'on n'en est pas là. Là, on en est à déterminer... Mais enfin, bon, si tu arrives à influer sur des cellules par l'électromagnétisme, qui te dit que demain, enfin là, on est d'accord, on part vraiment très très loin. C'est Halloween, hein, je vous rappelle, donc on peut imaginer des films d'horreur. Mais je ne sais pas, est-ce que ça ne pourrait pas inverser finalement le processus? Ce qui est intéressant... Moi, je ne serais pas le premier à tester ce truc-là, je vous le dis tout de suite. Non, je pense que c'est... Je crois que Jean veut être le premier, ça, il n'y a pas de problème, tu seras sur la liste. J'ai toujours c'est étonnant de voir la différence qu'il y a entre le niveau médical, ce qu'on peut faire pour soigner les gens, donc faire de la neurostimulation, c'est classique, hein, faire des implants dans le cerveau, etc., c'est classique, et puis ce qu'on essaye de faire pour les interfaces homme-machine, où là, on va beaucoup plus loin que ce que la médecine oserait faire. Et c'est intéressant de voir que pour faire des interfaces homme-machine, on va faire des choses que déontologiquement, on ne pourrait imaginer sur aucun patient. Ouais. Et là, je pense qu'il va y avoir 2-3 collisions qui vont arriver avec la FDA, avec... Oui, mais regarde, la FDA autorisé Neuralink. Oui, et c'est étonnant. C'est étonnant. C'est surprenant, parce que le bénéfice patient est là tout de même, hein, puisque ça permet à des tétraplégiques de retrouver une... Qui sont, on va dire, au bord du précipice. C'est-à-dire que ces gens-là...
voilà, n'ont plus rien à attendre de la vie, finalement. Et c'est pour ça qu'il y a un casting qui est très poussé. Hein. Ce sont des personnes dont ils n'ont plus aucun espoir de recouvrer. Les progrès sont prouvés. Les progrès sont prouvés. Ah non, mais c'est clair, c'est clair. On referme la parenthèse, c'est passionnant, hein, ce sujet, on pourra en parler pendant des heures. Mais vivement que Jean puisse avoir ses implants et que je puisse te télécommander via mon iPhone, tu vois. Ça, je serais toujours d'accord. J'adorerais ça, j'adorerais ça. Pour terminer, on va parler de la Paris Games Week qui se déroule jusqu'à dimanche prochain, vous le savez, porte de Versailles. C'est une 14e édition pensée comme une grande fête de la pop culture dans un contexte de redémarrage pour le secteur avec de gros succès français comme Clair Obscur et Expédition 33, qui est un jeu qui a explosé le box-office dans le monde du gaming. Et un sujet est au cœur cette année des discussions dans les allées du salon, c'est l'intelligence artificielle. Nathan Cocampo nous explique tout ça et puis on revient juste après. L'IA divise. Dans les allées de Game France, l'espace réservé aux studios français, certains, comme Johan Faniz, fondateur de DigixArt, sont optimistes. Moi, ça ne me fait pas vraiment peur. C'est juste un outil qui a l'air assez puissant, qui va peut-être nous permettre de gagner du temps. Je ne pense pas que ça enlèvera des emplois. Moi, je pense qu'au contraire, ça décuplera le scope des jeux. C'est-à-dire qu'on pourra faire des jeux plus ambitieux, plus gros. Notre imagination aura sans doute encore moins de limites. De quoi même aider des petits studios en difficulté à sortir la tête de l'eau. D'autres, comme Dylan Earlings, directeur artistique chez Evil Empire, sont plus réticents et préfèrent s'en passer. C'est le serpent qui se mord la queue à utiliser toujours les mêmes références. Au bout d'un moment, en fait, ça enlève ce que moi j'aime bien dans ce métier. Si je fais du jeu vidéo, c'est pour créer, c'est pour avoir de l'humain, avoir un truc très authentique dans les créations. Isart Digital, une école de jeux vidéo à Paris, a en tout cas pris les devants comme beaucoup d'autres. Les élèves de Maël Adoum sont formés aux derniers outils d'IA en ayant toujours un regard éthique sur le sujet. Le plus important, ça sera pas juste l'utiliser comme une boîte noire, c'est surtout en fait de la comprendre, pour en fait maîtriser sa création, pour être original et pour que ça concorde avec le cahier de charge en fait dans sa carrière quand il va travailler sur un jeu vidéo. Pour la première fois au salon en tout cas, France Travail a un stand pour mieux saisir les besoins des entreprises, un autre signe s'il en fallait que le secteur est en pleine mutation. Voilà, reportage de Nathan Cocampo depuis la Paris Games Week. Voilà, et forcément, dans tous les secteurs, on parle d'IA. Le jeu vidéo ne passe pas à côté. Ce qui est intéressant, c'est que, voilà, on le voit parmi on va dire, les commentaires qu'il y a eu durant ce reportage. Il y en a qui sont plutôt pour, d'autres qui sont plutôt contre. Il y a le cas d'Electronic Arts aussi qui est assez intéressant. Je ne sais pas si tu as suivi ça, Jérôme, mais leur dernier jeu qui s'appelle Battlefield 6, qui est un gros, c'est un peu le Call of Duty d'Electronic Arts. En fait, les éditeurs et les développeurs croyaient énormément quant à l'IA pour en fait faciliter le jeu, et finalement, ça les a plus pénalisés qu'autre chose parce que c'est pas au point, parce que ça marche pas, parce que ça coûte cher. Il y en a plein qui reviennent en fait sur cette magie de l'IA. C'est intéressant, je trouve. Ouais, qui reviennent, mais je ne sais pas pour combien de temps en fait. Parce que je pense que comme partout, l'IA, ça va être... Il y a plein de choses qu'on peut créer avec une IA sur un jeu vidéo sans que ce soit... quand ça sera au point en tout cas, sans qu'on s'en aperçoive forcément. Et forcément, les jeux vidéo aujourd'hui coûtent de plus en plus cher à développer. Il y a un marché qui est souvent concentré sur quelques gros titres. Il y a beaucoup de jeux qui ont du mal à rentrer dans leurs frais ou à gagner de l'argent. Donc je pense que ça sera une tentation assez facile au niveau pas des développeurs, mais en tout cas des patrons des studios de jeux vidéo. Donc l'IA va arriver, ça c'est une certitude. Et de toute façon, toutes les grosses sociétés de jeux vidéo parlent de l'IA aujourd'hui, font des tests. Alors après, c'est plus ou moins avancé, c'est plus ou moins caché ou pas. Mais en tout cas, quand tu es coté en bourse, l'IA, on le met en avant pour dire, ben voilà, nos jeux vidéo coûteront moins cher. Et donc, ça va nous permettre de gagner plus d'argent. Voilà, donc après, la question, comme pour tout, c'est l'acceptation sociale de l'IA. Est-ce que les gens... Tu parlais de Battlefield, il y a eu quelques trucs où on a vu des assets qui ont été créés par l'IA et il y a une levée de bouclier, mais le jeu a quand même marché très bien. Donc ça va arriver et puis il y aura certainement des gens qui ne seront pas contents, mais je ne pense pas que ça va changer beaucoup de choses en fait. Voilà, parce que pour revenir au cas Electronic Arts, ils ont investi beaucoup dans plein d'outils IA. Il y a un chatbot qui hallucine, qui était fait pour les développeurs, mais ils s'en servent même plus parce que c'est pas bon. Ils se rendent compte aussi que en fait tout ce qui est produit par l'IA donne tellement... En fait, il y a tellement de temps derrière pour corriger ce que fait l'IA que finalement ça prend presque plus de temps que de le refaire from scratch. Alors pas pour tout, mais finalement c'est un gros studio Electronic Arts quand même, revient un petit peu, fait un peu marche arrière quoi. Ils ont été rachetés par des fonds dont le PIF, dont le PIF, et faut faire plaisir au PIF.
Donc, faut dire quelque chose. Alors, soit je montre des chiffres exceptionnels, zut, ça marche pas. Bon, je vais dire. C'est un fonds souverain saoudien qui a racheté Electronic Arts. Donc, je vais faire de l'IA à tout va, et ça fait toujours plaisir au fonds souverain saoudien qui va dire bravo les gars. Ouais, mais au bout d'un moment, ils vont dire attendez, votre IA, elle rapporte pas beaucoup d'argent. Ils ont des poches bien profondes, donc ils vont pouvoir soutenir un effort IA, et je pense que ça va me donner moi je pense que ça va donner des résultats. Je pense aussi que quand on développe du logiciel, ça trébuche pour l'instant, mais ça marche tellement bien pour développer du logiciel IA, ça va donner des résultats. Mais là, je pense que la com de Electronic Arts, c'est destiné pas du tout à ses fans ou à ses développeurs, c'est destiné à son actionnaire. Moi, je pense que pour les développeurs, il y a une euphorie, mais qu'effectivement, c'est compliqué parce que lorsqu'on n'écrit pas le code, on est, pour un développeur, effectivement complètement dessaisi. Donc, ça permet effectivement de bien l'historiser, de le documenter. Mais l'écrire entièrement peut créer des sujets parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, oui, absolument. Je pense que il y a eu une euphorie en disant l'IA va écrire les codes. Je pense que l'IA peut débugger les codes, peut documenter un code. Mais aujourd'hui, l'écrire entièrement, c'est pas encore complètement prouvé. Là, sur les jeux vidéo, c'est pas forcément que du code, c'est des assets, c'est des assets en français. Alors après, surtout les créations, des images, comme ça, des créations de personnages, là où il n'y a plus de code. Donc là, c'est plus remplacer un artiste que comme un film d'animation. Exactement. C'est comme un film d'animation. On sait que OpenAI a comme projet de faire un film d'animation qui sortira au cinéma. C'est un peu pareil, sauf qu'un jeu vidéo, c'est beaucoup plus complexe. Oui, bien sûr. Les logiciels complexes ne sont encore pas complètement en capacité d'être écrits par une IA. Et juste, on verra ce que fait Elon Musk. Elon Musk a promis qu'il allait faire un jeu vidéo qu'avec de l'IA et que ça serait les meilleurs jeux vidéo de l'histoire des jeux vidéo, donc on verra. En toute simplicité. On le croit. Hein. En toute simplicité, en toute humilité, bien évidemment. Jean, tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que quand on regarde les forums sur Reddit, on voit que les gens sont vent debout contre les personnages en disant qu'ils sont affreux et moches. Donc ça va venir, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Ceci étant, les plus beaux dessins animés, ça reste ceux de Miyazaki qui ne sont pas du tout faits avec de l'IA. Hein. C'est vrai, avec la main. Même sans ordinateur, même, je crois. Même pas. La qualité humaine. Exactement. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Jérôme. Merci François. Jérôme Marin, fondateur de cafetech.fr. Allez jeter un œil sur sa newsletter. Merci à Jean Schmitt, président de Jolt Capital. Et merci à toi Isabelle Bordry. Merci beaucoup. Fondatrice de Retensi. Vous restez avec nous 20h30. Encore une petite trentaine de minutes à passer ensemble pour cette dernière partie de Tech & Co. On va parler de Magellan qui au départ était un distributeur de podcasts premium. Eh bien, invente le cockpit émotionnel. On va en parler avec le patron de Magellan. Et puis, on évoquera aussi une avancée pour les malvoyants avec une appli qui leur permet d'avoir, grâce au GPS et à l'IA, la possibilité de savoir dans quel environnement ils évoluent. Vous imaginez un petit peu la puissance de ce type d'outils qu'on découvrira tout à l'heure avec mon invité. Vous restez là, petite pause et on repart pour Tech & Co la quotidienne avec bien évidemment le Tech Flash de Léa Benaïm. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, 20h35 sur BFM Business. Merci d'être avec nous, que ce soit à la radio ou à la télé. Les replays, les podcasts, bien évidemment, qui vous attendent aussi. Et il est temps de retrouver, comme chaque soir, un condensé de l'actu tech du jour. C'est le Tech Flash et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, c'est une entrée en bourse historique qui se prépare. Celle d'OpenAI, le géant de l'IA, viserait une valorisation record de 1000 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grosse IPO de l'histoire. Selon Reuters, OpenAI pourrait déposer son dossier dès le second semestre 2026 pour une cotation prévue l'année suivante. Et puis c'est au tour de Google de partir en opération séduction en Inde, le pays le plus peuplé du monde. Le géant américain va offrir 1 an d'abonnement gratuit à son IA Gemini aux clients du premier opérateur télécom du pays, soit plus de 500 millions d'utilisateurs. Un partenariat qui fait écho à l'annonce hier d'OpenAI qui offre lui aussi 1 an d'accès à ChatGPT Go pour tous les citoyens indiens. Il y a dans l'actualité, dans le secteur de la musique plus précisément, on en parlait tout à l'heure, Universal qui va lancer une plateforme de génération de musique par l'intelligence artificielle. Et oui, et pour ce faire, le géant s'est allié à Audio, une start-up avec laquelle il était pourtant en litige depuis plusieurs mois pour violation de droits d'auteur. L'accord prévoit qu'Universal fournisse des morceaux autorisés et sous licence, tandis qu'Audio utilisera
utilisera son IA pour créer de nouvelles compositions. Et puis l'Arabie Saoudite n'organisera finalement pas les premiers Jeux Olympiques de l'e-sport. Présentée en grande pompe il y a 2 ans, cette compétition devait marquer l'entrée officielle du jeu vidéo dans le sport olympique. Initialement prévue pour 2025, puis repoussée à 2027. L'initiative tombe finalement à l'eau. Les raisons de cette annulation restent pour l'instant encore inconnues. Et enfin, avis aux nostalgiques à la veille du week-end d'Halloween. Google ressuscite le fantôme de Pac-Man. Depuis ce matin et seulement pendant 48 heures, vous pouvez jouer gratuitement à ce jeu culte des années 80 directement entre 2 recherches sur Chrome. François, je sais que tu as testé tout à l'heure. Ben oui, il y a la musique et tout. Hein. Il y a la musique. C'est le vrai jeu d'arcade, quoi. Je pense que Fabien en régie, notre réalisateur, va se dépêcher d'aller jouer à Pac-Man. Qu'il le fasse après la fin de l'émission. Parce que c'est de son âge. J'ai peur que ça devienne n'importe quoi. Donc Fabien attend la fin de Tech & Co. Et sachez que c'est pas une première. Hein. Le tout premier Doodle interactif qui a été lancé en 2010 célébrait déjà Pac-Man et le jeu avait suscité des millions de clics en seulement quelques jours. Voilà. Et pour finir, je vous donne rendez-vous demain à 21h sur BFM Business pour un nouvel épisode de De quoi je me mêle avec toi, François. Une émission qui sera ensuite disponible en podcast sur toutes les plateformes et en replay sur le site de BFM Business et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et cette semaine au programme, on a testé les nouvelles lunettes connectées de Meta, les Ray-Ban Display. Et on vous dit ce qu'on en pense. On écoute un extrait. Moi, j'adore le produit, parce que c'est innovant, futuriste et dès aujourd'hui disponible à un prix accessible à tout le monde. Parce que ça coûte $800. Ouais, enfin accessible à tout le monde, JB. Ça aurait pu être non, franchement, on s'attendait à ce que ce soit beaucoup plus cher. Mais $800 par rapport au Vision Pro, par exemple. Par rapport au Vision Pro ou à n'importe quel autre produit. On parle vraiment d'une paire de lunettes de base. Que le Vision Pro. Non, ça n'a rien à voir. Mais bon, on pouvait s'attendre à regarder un film dans un avion avec ça. Non. C'est pas les mêmes usages. Mais on pourrait vraiment se dire que la miniaturisation de tellement de technologies dans des lunettes qu'on peut porter au quotidien, qui en plus font haut-parleur, IA, caméra, écran, GPS, téléphone, message, Instagram. Traducteur instantané qui marche super bien. Et en plus, qui est pourquoi pas un élément de design, un objet de design, parce que c'est des verres transition, donc on peut les porter de jour comme de nuit. On peut mettre ses lunettes ses verres correcteurs dessus. Donc en fait, ça fait plein de produits en un pour $800. Ça aurait pu être vendu beaucoup plus cher. Voilà, super De quoi je me mêle. On a pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette émission ce matin. Vous pouvez la retrouver dès demain, dès midi, donc en avant-première sur YouTube, la chaîne YouTube de Tech & Co, bien sûr, en vidéo, et puis l'audio en même temps sur les podcasts, et puis ce week-end, bien sûr, à la radio, à la télé, sur BFM Business. On va maintenant parler de cockpit émotionnel avec notre invité, et c'est tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. On avait reçu, il y a quelques années de cela, le fondateur de Magellan, c'était Mathieu Gallet à l'époque, il y a quelques années de cela. Magellan qui avait comme objectif de proposer des podcasts premium avec un abonnement pour avoir, on va dire, des podcasts enregistrés par des stars, du cinéma, de la chanson, etc., etc. Des podcasts beaucoup plus... on va dire, évoluer que ceux qu'on peut avoir aujourd'hui. Magellan existe toujours. Son patron a changé. Il s'agit de Jérôme Doncieux. Vous en êtes le fondateur, d'ailleurs, et le coprésident. Mais ça s'appelle maintenant Magellan X, c'est ça ? Voilà, exactement. Merci d'être là. Merci à vous. Pour nous expliquer justement, on va dire, l'évolution de Magellan et l'acquisition que vous avez faite récemment, et ce pourquoi vous êtes avec nous ce soir pour parler de ce cockpit émotionnel. Vous avez parlé de Mathieu Gallet. Mathieu Gallet écrit un livre qui s'appelle Le nouveau pouvoir de la voix. Et il y a un chapitre qui est consacré au fait que l'audio va révolutionner l'industrie automobile. Finalement, depuis le premier jour, depuis que ETX et Magellan ont fusionné, et ensuite c'est devenu Magellan X, ça n'a pas changé. L'idée, c'est de mettre l'audio et l'IA au cœur de la transformation de l'expérience à bord dans les voitures. Et maintenant, on est concentré à 100% sur ça. Mais la promesse initiale, c'est pour ça que j'avais souhaité rapprocher ETX
et Magellan. Et puis là, on franchit effectivement une nouvelle étape avec Gestigone, une filiale qu'on a rachetée à Valeo en Allemagne. Alors, on va en parler dans un instant, mais vous dites que c'est vrai que l'audio l'audio est roi dans la voiture depuis des dizaines d'années. L'autoradio, je veux dire, le meilleur compagnon de l'automobiliste depuis très longtemps, c'est la radio. En tout cas, c'est l'audio, que ce soit la radio, les 4.7 à l'époque, les CD, Spotify aujourd'hui, en fait. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais l'idée, c'est qu'avec la technologie, finalement, aujourd'hui, on a une écoute depuis la radio, une écoute plutôt passive. Avec la technologie, on peut avoir une écoute qui est contextualisée, personnalisée et interactive. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est totalement révolutionnaire de le voir comme ça. Et derrière, ça permet quoi ? D'apporter une valeur ajoutée aux consommateurs très important. Cette nouvelle génération d'expérience à bord, c'est le critère d'achat numéro 1 d'une voiture en Chine aujourd'hui. Et deuxièmement, vous parlez de l'autoradio depuis la nuit des temps, mais ces autoradios, les constructeurs automobiles n'ont jamais rien fait du temps d'attention passé par les gens dans leur voiture. Un particulier, c'est 1 heure par jour. Un professionnel, c'est 3 heures. Et là, aujourd'hui, le marché a compris que, c'est pour ça qu'on parle de cockpit émotionnel. Si il se passe quelque chose dans la voiture, c'est une façon d'attirer le consommateur, mais 2 aussi, c'est pour l'industrie automobile l'occasion de créer beaucoup de valeur avec le temps passé en voiture. Mais est-ce que vous faites toujours des podcasts, en fait ? Parce que c'était le point de départ de Magellan, donc vous avez plusieurs cordes à votre arc. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est d'apporter 3 types de contenus dans une voiture. D'une part, des contenus médias, ceux que l'on produit et ceux que l'on agrège, et notamment, on est le leader français du text-to-speech, la transformation de contenus écrits en audio. On fait ça avec vos confrères du Figaro, du Point. Par exemple, on a cloné des voix des grandes signatures du Point, donc ça va extrêmement loin dans l'expérience. Deuxièmement... Donc je vais écouter un article lu par son auteur. Franz-Olivier Gisbert, pour prendre cet exemple, depuis plusieurs semaines, vous pouvez non seulement lire, mais désormais écouter son éditorial du Point. Sauf que ce n'est pas lui qui le lit, c'est sa voix clonée par l'IA. Exactement, évidemment, avec son accord, et c'est une décision de l'éditeur. Donc, vous avez des contenus médias. Deuxièmement, vous avez des contenus générés par l'utilisateur lui-même, parce qu'avec l'IA, justement, on peut faire énormément de choses. Et troisièmement, les constructeurs automobiles vont s'emparer de ce sujet-là pour faire passer un certain nombre de messages à leurs clients. Et pourquoi est-ce qu'on vient de racheter Gestigone en Allemagne ? Gestigone, Jean Schmitt était là juste avant, c'est le spécialiste de l'investissement dans les deep tech. Gestigone, c'est une boîte de 40 ingénieurs basée à Lübeck, dans le nord de l'Allemagne, des spécialistes de l'analyse des émotions dans la voiture, avec ce qu'on appelle des sensors, les digital twins. Et si vous faites le lien entre la capacité à capter des émotions et à mettre des contenus là-dessus, vous pouvez créer une expérience qui est absolument incomparable avec le mirroring de votre téléphone. Je vous prends un exemple. Oui, parce que là, franchement, alors c'est passionnant, mais on n'arrive pas à se projeter. Alors, exemple. Il y a un sujet majeur en matière de sécurité routière au niveau mondial, c'est la somnolence. La somnolence, c'est un pourcentage élevé des accidents et des risques. Si, avec le capteur, on est capable de savoir que j'ai un début de somnolence, on sait, c'est le syndrome du passager, que si la voiture commence à me parler, à échanger des contenus avec moi, ça va me permettre en fait de stimuler mon énergie et de rester avec un excellent niveau de concentration. Donc ça, c'est une illustration. Mais ça existe déjà, ça, dans les voitures, on est d'accord. Pas de cette nature-là. Pour l'instant, les capteurs savent repérer ce qui se passe. Mais ce qui est intéressant... Oui, mais par exemple, le capteur va vous dire, attention, on détecte une éventuelle somnolence. Oui, mais justement, ce qui nous paraît important, c'est de passer finalement d'une approche strictement d'ingénierie à une approche d'expérience. Et c'est là où le lien entre la technologie et le contenu, parce que finalement, c'est ça que l'on fait, et on revient à l'audio tout à l'heure, change tout. Parce que tout d'un coup, si on repère le risque de somnolence et qu'on va le repérer et vous poussez des contenus pour justement lutter contre cette somnolence en vous poussant des contenus, en ayant cette interaction, et c'est la grande différence avec l'autoradio traditionnel que vous mentionniez tout à l'heure. Un autoradio, c'est formidable, mais c'est passif. Là, donc pour vous, on peut inventer un contenu qui tiendra éveiller les gens lorsqu'ils conduisent. Mais parce que finalement, quand on est en train de s'endormir... alors, il y a deux choses. Bon, alors, il faut écouter du métal à 200%, vous voyez ce que je veux dire ? Non, ce que l'on sait, il y a des études qui prouvent que si vous avez une interaction,
si vous avez une interaction, ça vous laisse, ça stimule en fait l'éveil. Sachant que pour être très clair, si on a un risque de somnolence léger, vous pouvez continuer. Mais inversement, grâce au capteur, on est capable de repérer s'il y a un risque de somnolence plus grave. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que va vous dire la voiture? C'est Jérôme, arrête-toi. Donc justement, l'idée, et ça, c'est vraiment une révolution majeure. Et je parlais de la Chine, vous savez que c'est non seulement le plus gros marché mondial en matière d'automobile, mais les gens ne le savent pas, c'est le plus avancé au monde en termes d'expérience à bord, et notamment stimulé par l'IA. Il y a un autre exemple, à part celui de l'endormissement? Je veux prendre un autre exemple. C'est que si votre quotidien préféré, si vous n'avez pas le temps de le lire, mais que vous avez le temps de l'écouter, grâce justement à la technologie, on peut transformer mécaniquement des contenus texte en audio et l'orchestrer, cette expérience. Je vous prends un exemple. Récemment, j'étais chez un concessionnaire automobile qui venait d'essayer de vendre une voiture à un consommateur. Je racontais ce qu'on était en train de faire et il m'a dit « Ah, c'est intéressant, jusque-là, le métier de l'automobile, c'était très simple. On vendait une marque et un moteur. » Et il m'a dit « C'est terminé. » Et il m'a dit « Si j'ai compris ce que vous m'avez expliqué, vous voyez le monsieur avant, je l'aurais installé dans la voiture, j'aurais fait écouter Magellan X avec le Figaro et je cite « J'aurais vendu la caisse ». Voilà, c'est ça la révolution. J'aurais vendu la caisse. Je cite le vendeur, c'est pour ça que je me suis permis de le dire comme ça. C'est clair. Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment une valeur ajoutée, en plus même pour les constructeurs automobiles. Donc la prochaine étape, c'est que vous intégriez tout ça dans les véhicules. Bien sûr, bien sûr. Donc vous allez vous rapprocher des constructeurs auto. On parle tous les jours avec des constructeurs. Nous, ce que l'on veut, c'est aider les constructeurs occidentaux à être au niveau des Chinois et avouons-le aussi, aider les constructeurs chinois à se mettre au niveau des standards occidentaux en termes des qualités de contenu. Oui, parce qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas la même... Bien sûr, et donc ça, c'est parler avec les constructeurs, mais aussi parler avec les équipementiers. Et aujourd'hui, là, on a fait cet accord avec Valeo, on a beaucoup d'ambition. Par ailleurs, on est proche de Homovio, le nouveau nom de Continental, et l'objectif, c'est qu'on puisse travailler avec l'ensemble des équipementiers et un maximum de constructeurs dans le monde entier. Très prometteur, ce cockpit émotionnel. Merci beaucoup Jérôme Doncieux, fondateur et coprésident donc de Magellan X. Merci infiniment, merci à vous. Continuez à écouter BFM Business, parce que c'est bien beau, les éditos lits par l'IA, mais franchement, je défends un peu ma boutique, on va dire. Mais je crois à la combinaison. Évidemment. Et c'est ça qui est cool. Si vous préférez, vous faites ce que vous voulez. Il est 20h48, il est temps d'aller du côté de la rédaction de Tech & Co maintenant. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et j'accueille Raphaël Raffray, jeune journaliste à Tech & Co qui vient d'arriver. Salut Raphaël. Bonsoir François. Alors tu vas nous parler ce soir du remplaçant russe de WhatsApp. On va évoquer l'application Max. Mais qu'est-ce qui se cache derrière vraiment ce nom de Max, s'il te plaît ? Alors François, ça fait plusieurs mois déjà que près de 100 millions d'utilisateurs russes de WhatsApp voient leurs messages ou leurs appels coupés, parfois du jour au lendemain. Certaines régions se retrouvent complètement isolées de leurs proches, de leurs amis, incapables de les joindre. Mais derrière ces pannes généralisées et répétées, il n'y a rien de technique, c'est plutôt politique. Anton Gorekin, membre de la Douma, c'est l'Assemblée nationale russe, a expliqué que WhatsApp, qui est pour rappel une entreprise américaine, n'a plus rien à faire en Russie. Et la Russie a donc d'ores et déjà trouvé son alternative, c'est Max. Développé par VKontakte, c'est le Facebook russe, Max a explosé durant ces derniers mois et compte déjà 40 millions d'utilisateurs. Un chiffre facilité par le fait qu'elle est téléchargée en grand nombre sur les iPhones, les Samsung et les nouvelles tablettes achetées en Russie. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Max ? C'est une application de messagerie qui permet de discuter, d'envoyer des fichiers, mais aussi de gérer des services du quotidien, un peu à la manière de WeChat en Chine. En bref, Max veut devenir un véritable hub central pour le quotidien des Russes. Alors comme ça a l'air séduisant, sauf que cette vie quotidienne, Raphaël, elle est sous le contrôle du Kremlin. Ah oui, tout à fait. L'application est conçue pour être surveillée. Les serveurs sont tous en Russie. Il n'y a pas de chiffrement pour les échanges et l'application est capable de localiser précisément et en temps réel votre smartphone. Pour certains experts, c'est même un goulag numérique où chaque geste, chaque conversation et même chaque pensée politique est étroitement surveillée et observée. Alors dans un contexte où liker ou partager du contenu interdit par le Kremlin peut encore coûter cher pour les Russes et où plus de 420 000 sites sont d'ores et déjà bloqués par les autorités russes depuis 2024, l'avenir
l'avenir des libertés numériques russes semble donc déjà se jouer une application à la fois. Voilà, la question, est-ce que les utilisateurs russes vont télécharger cette application en sachant tout cela? C'est ça la question. Merci beaucoup Raphaël. Merci Raphaël Raffray, journaliste donc à la rédaction de Tech & Co. 20h50, on va parler maintenant d'une app GPS dopée à l'IA avec mon invité Maël Castellan qui nous rejoint tout de suite sur ce plateau. Tech & Co, la quotidienne, la start-up. Bonsoir Maël. Maël Castellan, donc étudiant à l'Effreuil. On dit l'Effreuil ou l'Effray? L'Effray. L'Effray. Et vous êtes cofondateur donc de Wazy, cette app donc GPS dopée à l'IA pour les personnes malvoyantes qui a été créée par les étudiants. Il faut savoir qu'en France, 56% des personnes déficientes visuelles déclarent rencontrer des difficultés de mobilité au quotidien, ce qui paraît normal. Malheureusement, dans le monde, ce sont 2,2 milliards de personnes qui vivent avec un trouble visuel. Bref, comment en fait essayer d'apporter plus de confort, de vie à ces personnes malvoyantes? Vous avez une voix, c'est Wazy. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Bien sûr. Wazy, comme vous l'avez dit, enfin, c'est un GPS à la base. D'accord. C'est un GPS qu'on essaye de... C'est sur téléphone tout ça? Oui, c'est sur téléphone. On l'a développé sur iOS. Et on va essayer aussi de le programmer sur Android pour qu'il soit le plus accessible possible pour tout type de téléphone. Wazy, c'est un GPS ultra précis. On essaye de le rendre le plus précis possible pour guider les personnes malvoyantes. D'accord. Mais là où nous, on joue notre carte maîtresse, c'est sur l'utilisation de l'IA. On l'utilise à des moments clés pour, par exemple, décrire une situation dans un contexte donné. Je prends souvent l'exemple du Châtelet-Les Halles. C'est une station de métro ultra vaste. Je pense que nous autres voyants... Même moi, avec des yeux, je me perds là-dedans. Tout le monde se perd dans Châtelet, c'est horrible. C'est incroyable. Maintenant, imaginez de le faire les yeux bandés. Ça peut être très drôle. Mais pour eux c'est leur Sauf si on est sur les escalators. Là, ça peut faire mal. Là, ça peut faire mal quand même. Mais donc, leur quotidien, les transports communs ne sont pas forcément adaptés à leur handicap. Et finalement, nous, avec Wazy, quand eux, ils se sentent perdus, ils ne savent plus où aller, ils peuvent utiliser l'application, utiliser leur appareil photo, prendre la photo de là où ils sont, et avec l'IA, on décrit l'image dans un contexte pour obtenir les informations qu'ils ont besoin. Mais ça, excusez-moi, mais ChatGPT le fait, ça. Vous prenez une photo, enfin même Meta, etc. Toutes ces IA le font aujourd'hui. Oui, sauf que nous, on donne directement le contexte à ChatGPT. Je veux dire, quand on donne un itinéraire, par exemple, vous devez aller, vous prenez prendre la 7 pour aller à la Courneuve, ça sert à rien qu'on vous donne les informations. Quand vous allez prendre une photo, si vous êtes perdu à une station, on vous donne un contexte directement à l'IA. C'est-à-dire que ça sert à rien que l'IA décrive sur un panneau que la métro 14 est à gauche. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir où est le métro 7. Donc nous, quand vous prenez une photo avec Wazy, directement, on donne à l'IA, avec la photo, on lui donne le contexte et qu'est-ce que vous voulez faire. Donc vous voulez prendre le métro 7, vous êtes à telle station, guide-moi, décris-moi où sont les panneaux qui peuvent me guider vers le métro 7, par exemple. Et du coup, c'est là où on joue notre carte maîtresse, ainsi que sur le tracking des stations de métro. Pour un aveugle, pour se rendre à un endroit, s'il doit prendre le métro, en général, il regarde sur son téléphone ou avec une synthèse vocale, il a son itinéraire, et il doit retenir le nombre de stations. Ce qui fait que quand il part d'une station... Oui, il faut qu'il compte les arrêts, etc. Et donc nous, on a en plus, on intègre directement dans Wazy un tracking de métro. D'accord. Oui, vous savez, en fait, même si je ne fais pas attention, vous savez à quelle station il faut que je sorte. C'est exact. Waouh, ça c'est pas mal. C'est pas mal. La dernière fois, j'ai pris le métro, je me suis posé la question. Je me suis dit, les personnes malvoyantes, ça doit être un enfer. Calculer les stations pour sortir à la bonne. Enfin voilà, même si on dit, bah voilà, les stations sont citées, je crois. Il y a des voies dans les métros. Pas toujours. Pas toujours. C'est le quotidien de Rémi, l'autre on est 3 sur le projet. Okay. Il y a moi, Rémi et Laura. Rémi, lui, est totalement aveugle. Et du coup, en fait, l'idée de Wazy, l'origine même du Wazy, à la base était académique, lors d'un projet où on devait s'inscrire à un concours. Dans le lot, il y avait le Handitech Trophy. Et du coup, quand on a vu le Handitech Trophy, on a vu il y avait un véritable intérêt. Que ce soit de Rémi, qui lui a sa situation, et que là, on avait l'occasion de pouvoir créer une application concrète pour répondre à ce besoin. Et comme vous l'avez dit, le besoin d'un constat, mais qui, vous l'avez dit, 2,2 milliards de personnes ont un trouble visuel. Et en France, il y a 73% des malvoyants qui ont déjà renoncé à faire un trajet
parce qu'il n'y avait pas les outils pour le faire. Ils se disent que c'est pas possible, quoi. Ils vont pas y arriver. Donc vous êtes 3 étudiants à avoir développé cette application. Donc il y a Laura Donato, Maël Castellan et Rémi Desjardins. Vous êtes donc Maël. Comment vous est venue cette idée en fait? C'est justement parce que l'un de vous 3 était non-voyant, vous vous êtes dit on va aller là-dessus. Comment ça s'est passé? Donc, comme je vous dis, il y a eu 2 choses. Le premier, c'est qu'on a eu un projet académique on nous a donné une liste de projets, enfin une liste de concours, pardon. Ouais. Et dedans, il y avait le Handitech Trophy. Donc le Handitech Trophy, c'est un concours qui est soutenu par la BPI, en l'occurrence par la BPI, et qui est là pour valoriser les startups et projets qui améliorent le quotidien des personnes en situation de handicap. Donc d'un côté, on avait ça, et d'un autre côté, on a Rémi qui est directement dans cette situation. Du coup, on a fait le lien entre les deux, et du coup, on a choisi ce projet. On a été retenu parmi 218 autres projets pour les présélections. Et puis là, Rémi a eu l'occasion de pitcher le projet en finale. Et là, on n'attend plus que les résultats le 17 novembre. L'idée, c'est qu'il y a un business derrière tout ça. Quel est le modèle économique en fait de Waysi? Le modèle économique de Waysi, il se dit, ce sera un abonnement. Okay. Et donc, ce sera surtout sur le nombre d'utilisations nombre de fois qu'on peut utiliser lors d'un trajet l'IA. Donc, pour décrire, il y aura donc une utilisation freemium, et puis dès qu'on dépasse un nombre défini en fait d'utilisation, là il faudra payer en fait, c'est ça. C'est un peu comme ChatGPT finalement. Ouais. La version gratuite, on peut poser un nombre de questions, et puis après ça devient. C'est ça. Voilà, on vous pousse à la version payante. Donc bientôt Android, si tout va bien. Pour l'instant iOS. D'abord iOS. Tout le monde peut la télécharger aujourd'hui? Non, pas encore. D'accord. On est encore. Non, parce que là, je m'adresse, vous savez, en radio, il y a beaucoup de personnes qui sont malvoyantes ou qui sont non-voyantes, qui nous écoutent. Donc, ils sont peut-être intéressés par votre solution. Donc, il faut attendre encore un peu avant que ça arrive sur iPhone. On essaye pour la fin de l'année d'avoir une application qui puisse sortir sur l'App Store. D'accord. Ensuite, on va essayer de migrer vers Android. Et du coup, ça demande encore un peu de travail. De ressources. Et puis, une fois que on a pu les pousser déjà sur l'App Store, du coup, là, on va pouvoir essayer de la faire gagner en visibilité, l'application, pour qu'elle soit utilisée par le plus de personnes possible. À terme, l'idée, c'est même pas la photo, ça sera la vidéo, non? C'est-à-dire que je lance l'appli, je lui montre où je suis, et j'ai même pas à prendre une photo, et en temps réel, elle arrive à nous indiquer où on est, non? Pour nous, la vision future, l'aboutissement de Waysi, ce serait conserver le GPS, mais en faire plus globalement un assistant quotidien pour les personnes malvoyantes. Pour toutes les actions du quotidien, où est dans mon frigo, où est la salade par exemple, ou même dans les rayons d'un supermarché. Et on voit qu'il y a une montée en puissance des lunettes connectées. On se dit que cette application avec les lunettes connectées, ça pourrait être incroyable en fait. À la base, vous avez pensé à ça aussi, j'imagine. À la base, vraiment, on s'était dit que à un moment, Rémi s'était acheté les lunettes de Meta. Et on s'est dit, mais c'est parfait pour nous. Eh oui. Il y a 2 caméras haute résolution portées sur la tête des personnes, donc elles n'ont même pas à sortir leur téléphone pour prendre une photo. Et toutes les instructions sont données par les haut-parleurs des branches des lunettes. À chaque fois quand on décrit une image sur Waysi, tout est fait en text-to-speech, donc c'est une synthèse vocale qui le lit. Du coup, quand on a vu ces lunettes-là, on s'est dit, mais c'est une aubaine pour nous, c'est ce qu'il nous faut. Donc la prochaine étape, c'est les lunettes, forcément. Ça. On va suivre ça de près, vous reviendrez nous en parler quand ce sera prêt. Merci beaucoup Maël Castellan, étudiant donc à l'EFRE et cofondateur donc de Waysi. Et on salue Laura et Rémi aussi qui participent à ce projet. Tech & Co est terminé. Bonne soirée, merci de nous avoir suivis. Le replay et podcast de cette émission qui vous attend. Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour De quoi je me mail, le soir sur BFM Business et en avant-première dès midi sur la chaîne YouTube de Tech & Co et en podcast audio. À très vite donc et évidemment une belle soirée avec nous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.